suis Perrine Renard-Sey, professeure de yoga, coach holistique et experte en nutrition culinaire. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cet atelier sur l'ancrage. Comme je l'expliquais dans la vidéo de présentation, l'ancrage est cette notion, cette sensation d'enracinement dans l'instant présent qui va vraiment pouvoir nous permettre de vivre une vie plus épanouie, plus connectée. C'est cet état de stabilité intérieure, de sécurité intérieure, mais aussi de force et de vitalité qui va nous permettre de nous connecter à la fois à nos aspirations profondes, à la joie d'être qui l'on est pleinement, pour faire rayonner tout ça autour de nous et mettre en œuvre nos rêves, nos projets, nos ambitions, faire rayonner tout ça autour de nous avec aisance et facilité. C'est aussi grâce à cette sensation d'ancrage, en se connectant à son corps, à la terre, à notre chakra racine, j'y reviendrai dans un instant, qu'on va aussi pouvoir se connecter à l'ensemble du vivant, au cosmos et donc à ce grand tout dont nous faisons tous partie. Avant de rentrer dans les détails de ce à quoi peuvent servir l'ancrage concrètement, avant de rentrer dans les explications pour savoir si vous êtes suffisamment ancré, pas assez, peut-être trop, avant de vous proposer des pistes de réflexion au niveau de l'écriture intuitive pour explorer cette notion d'ancrage, et avant de vous guider dans une pratique de yoga avec posture, pranayama, donc exercice de respiration, et des affirmations à répéter au quotidien, je voulais mettre en lumière le fait que l'ancrage fait vraiment partie du langage courant. Vous avez sans doute déjà tous entendu ces expressions d'être ancré, enraciné, d'être droit dans ses bottes, d'être aligné, d'être connecté, d'avoir les pieds sur terre, ou encore d'être d'humeur stable. Donc cette notion de stabilité. Donc ça c'est pour le côté, voilà, quand l'ancrage est présent. Et dans l'opposé de tout ça, il y a aussi, on retrouve aussi cette notion de ne pas être ancré dans des expressions telles que être dans la lune, être déconnecté de la réalité, être perché, être à côté de ses pompes, ne plus avoir de jus ou de sève. Donc en fait, cette notion d'ancrage, elle est très présente dans le langage courant, qu'on s'en rende compte ou pas. J'évoquais tout à l'heure le chakra racine, donc je pense qu'il est important et sans doute intéressant de faire un petit retour, un petit point de focus sur ce que sont les chakras. Le mot chakra en sanskrit, dans les textes sacrés anciens du yoga, se traduisent par roue ou vortex. Donc ce sont vraiment des centres énergétiques qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle le corps subtil, et qui vont être à la conjonction de différents canaux énergétiques qu'on appelle nadi dans les textes yogiques, que vous avez peut-être déjà entendu parler, qu'on retrouve dans la médecine traditionnelle chinoise sous le nom de méridien. Dans les textes yogiques, on parle d'un canal énergétique qui correspond plus ou moins à notre axe vertébral, qu'on appelle la sushumna. Donc ça, c'est notre canal qui relie le bas, la terre, au ciel. Et on a également, on en a des centaines des canaux énergétiques, mais là, je vous cite les trois principaux. On a Ida, qui est le canal d'énergie féminine, yin, l'énergie plus lunaire, et Pingala, qui est l'énergie yang, masculine, solaire. Donc ces trois canaux énergétiques trouvent leurs racines à la toute pointe du coccyx. Et cette pointe du coccyx correspond au chakra racine. Et juste pour terminer pour l'ensemble des chakras, la sushumna va remonter de façon verticale vers le ciel. Ida et Pingala vont remonter en formant des spirales. Et à chaque fois qu'ils vont se croiser, l'un et l'autre, et au niveau de la sushumna, ils vont former un chakra. Donc vous avez le chakra racine, le chakra sacré juste en dessous du nombril, le chakra solaire au niveau du plexus solaire, le chakra du cœur au centre de la poitrine, le chakra de la gorge, le troisième œil et le chakra couronne juste au-dessus du sommet de votre tête.
Ces canaux énergétiques sont vraiment intéressants à explorer puisqu'ils sont le siège de différentes émotions, de différentes sensations. J'aime même les considérer comme des centres intelligents. Mais je ne vais pas forcément rentrer dans ce détail-là aujourd'hui. Par contre, je vous invite à les explorer puisque comprendre leur fonctionnement va vous permettre, à travers votre corps physique, d'avoir une meilleure compréhension de votre corps subtil. Voilà encore une notion qu'on retrouve dans le yoga puisque c'est une pratique énergétique. Et il faut savoir que les chakras ont tendance à s'ouvrir et à se fermer. C'est souvent cette image qu'on a. En réalité, ils tournent. Donc ils tournent de plus ou moins vite, de façon plus ou moins harmonieuse, de sorte à faire remonter l'énergie du bas vers le haut. Et cette mise en mouvement, qu'on parle d'ouverture, de fermeture ou de circulation, elle est constante. C'est vraiment une danse, une recherche d'équilibre, d'alignement constant, qui va être donc liée à la moindre de nos pensées, de nos mots, de nos actions. Et je précise ça parce que du coup, et ça peut paraître un petit peu difficile à comprendre ou à concevoir intellectuellement, un chakra va pouvoir être à la fois en suractivité et en sous-activité en même temps. Et on y reviendra. Mais par exemple, ça va être pour le chakra racine, on peut être très ancré dans l'instant présent, avoir les pieds bien sur terre, et en même temps faire preuve de grande flexibilité. Cette notion, on pourrait comparer ça à l'arbre qui est bien enraciné, les pieds sur terre, avec un tronc très rigide qui va faire qu'en cas de gros coup de vent, il va avoir tendance à casser. Alors que le roseau, qui est bien ancré, qui a des racines profondes, lui, son ancrage va permettre à sa tige qui est fluide de faire preuve de flexibilité et de ne pas rompre sous le poids ou sous la force du vent. En sanskrit, le chakra racine se nomme Muladhara. Mula, c'est la base, la racine, le fondement, le support. C'est le premier de nos 7 chakras. Une autre notion qui est intéressante, je trouve, c'est que les 3 premiers chakras sont liés à la terre, au monde matériel. Les 3 derniers, donc la gorge, le 3e œil et le chakra couronne, sont liés au cosmos, au subtil, au spirituel. Et le cœur va servir de lien entre les deux. Mais évidemment, il y a une recherche d'équilibre entre les deux. Et le principe de ce travail sur l'ancrage va aussi être cette recherche d'alignement entre le matériel et le spirituel. Donc comme j'ai mentionné, le chakra racine se trouve au niveau de la pointe de votre coccyx. Chaque chakra est lié à une glande endocrine. Pour le chakra racine, ce sont les glandes surrénales qui se trouvent à peu près au milieu de votre dos, juste au-dessus de vos reins, donc un tout petit peu dans la partie basse, mais beaucoup moins bas que ce qu'on pourrait penser. Et ce sont ces glandes qui vont sécréter les hormones telles que le cortisol ou l'adrénaline lorsqu'on fait face à un stress intense, ce qu'on appelle le fight or flight en anglais. Donc ces hormones qui vont nous permettre soit de nous battre si on fait face à un animal sauvage, ce sont vraiment des réflexes archaïques du temps où ça pouvait arriver, donc soit se battre, soit fuir, partir en courant. Donc ça va ramener de l'énergie dans les extrémités. J'évoque cette connexion, ce lien avec les glandes surrénales, puisque vous allez voir que l'ancrage va pouvoir être bloqué par le stress notamment. Au niveau des systèmes dans le corps, chaque chakra est lié à un système. Pour le chakra racine, ça va être le système squelettique, le système lymphatique et le système d'élimination. C'est intéressant à savoir puisque s'il y a un problème physique, un problème de santé justement au niveau de la structure osséo-articulaire, au niveau du système lymphatique ou au niveau de la digestion basse, ça peut être intéressant de faire un parallèle avec toute la dimension émotionnelle qu'on va évoquer au cours de cet atelier. Une des particularités également du chakra racine, c'est d'être connecté à
tout le bas du corps. Donc les jambes et les pieds vont être directement liés à notre ancrage. Ça coule de sens, mais je vous le précise. Chaque élément est lié à différentes choses, notamment les éléments. Pour le chakra racine, ça va être la terre. Le chakra racine est également lié à une note de musique, le do, à une couleur qui est le rouge, do, c'est le pull le plus rouge que j'avais, à un bija mantra. Donc un mantra, c'est un son avec une vibration qui est liée plus particulièrement au chakra racine, et pour ce chakra en particulier, c'est le bija mantra, l'âme. Chaque chakra est lié à un sens. Pour le chakra racine, c'est l'odorat. Et enfin, chaque chakra va être lié à une énergie entre le yin et le yang. Comme je vous ai dit, c'était le point de jonction entre Ida et Pingala. Et donc pour le chakra racine, c'est plutôt une énergie yang, donc une énergie masculine. Le siège des émotions principales, ou plutôt le chakra racine, est le siège des émotions telles que la sécurité intérieure, la stabilité et l'ancrage. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, ce chakra va avoir tendance à être bloqué par le stress et la peur. Alors, quels pourraient être l'intérêt, les objectifs de cultiver, de rechercher, de faire ce travail d'ancrage au quotidien? Eh bien, ils sont multiples. Le premier, ça va être de cultiver un sentiment de sécurité intérieure, comme je l'ai déjà mentionné, notamment autour des thématiques que peuvent être le foyer, la maison, l'alimentation, l'argent, le travail. En fait, au niveau du chakra racine, il y a toute une symbolique liée à la toute petite enfance. Cette période où l'enfant est extrêmement centré sur le fait de subvenir à ses besoins vitaux, puisque sa survie en dépend. Donc, tout ce qui touche à ce qui peut maintenir notre survie, et quand on passe à l'âge adulte, c'est d'avoir un toit au-dessus de sa tête, d'avoir de quoi manger, de quoi travailler pour gagner cet argent qui va nous permettre de subvenir à nos besoins. L'ancrage va passer, comme je l'ai déjà évoqué, par le bas du corps, mais par vraiment un travail de reconnexion au corps, un travail d'écoute de notre corps, un travail travail, ça sonne un peu... mais vraiment un réapprentissage en fait, d'écouter son corps, de l'aimer, de l'accepter, ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'on nous apprend à faire, pour s'y sentir bien et en sécurité. Et quand on se sent bien dans son corps, on va développer la force et la vitalité qui vont nous permettre de faire face au stress, aux obstacles que la vie peut parfois nous envoyer. Le fait de venir s'ancrer dans son corps et plus particulièrement dans le bas de son corps va permettre de faire circuler l'énergie, puisque nous sommes des êtres énergétiques dans lesquels il y a différents courants d'énergie qui remontent, d'énergie qui descendent. Et dans la société actuelle, on travaille beaucoup au niveau de la tête. On est très dans la tête. Donc notre énergie, elle est beaucoup concentrée au niveau de notre cerveau. Ce qui fait qu'on oublie d'écouter l'intelligence du corps. Donc le fait de travailler cet ancrage, ça va nous permettre d'être plus sensibles à tous ces messages que le corps nous envoie constamment. Une fois qu'on a ces bases solides dans son corps, dans nos ressentis, dans cette stabilité, on va pouvoir s'en servir pour grandir, pour évoluer, pour rebondir, pour apprendre de nos échecs, de nos erreurs, et vraiment aller de l'avant et ainsi mettre en œuvre nos idées, nos projets, nos rêves avec autant de facilité et d'aisance que possible. C'est vraiment un travail de tous les instants que de revenir à l'instant présent et à cette sécurité intérieure. Quand on se sent connecté à son corps, quand on
fait ce travail d'ancrage au niveau du bas du corps, des pieds. On va se connecter à la terre, sans qui on ne pourrait pas survivre. On va se connecter au vivant dans son ensemble, dont on fait partie, et sans lequel on ne pourrait pas survivre non plus. On va se connecter au cosmos et au grand tout. Donc le travail d'ancrage permet vraiment de réaliser qu'on fait partie d'un grand écosystème et du coup nous apporte un sentiment vraiment rassurant d'appartenance que tout être humain recherche en fait. Et une fois qu'on a ce sentiment d'appartenance, on va pouvoir retrouver confiance. Confiance en nous, confiance en les autres et confiance en la vie. Et une fois qu'on a cette confiance en la vie, on va pouvoir s'ouvrir à l'abondance de la vie, de l'univers et être généreux au sens large du terme. Faire preuve de générosité à nouveau envers nous-mêmes en s'écoutant. Et il n'y a rien d'égoïste dans tout ça puisque c'est en s'écoutant, en étant à l'écoute de nos besoins, qu'on sera ensuite en mesure d'être au service des autres. En tout cas, d'être dans l'échange, dans le partage et dans la coopération avec nos proches, donc dans un environnement personnel, mais aussi évidemment dans un environnement professionnel. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, ce travail d'ancrage à la terre va nous permettre de nous relier à plus grand, à plus haut. Donc, inviter la stabilité, la paix intérieure, la sécurité, la solidité, va in fine nous permettre une plus grande souplesse dans notre vie. À nouveau, par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres et par rapport au monde qui nous entoure de façon générale. Alors, comment savoir si vous manquez d'ancrage ou au contraire si vous êtes trop ancré, puisque c'est possible. Comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau des chakras, ce travail énergétique, c'est vraiment quelque chose de subtil et une recherche de tous les instants. Et donc, selon nos pensées, nos mots, nos actions, on va pouvoir être trop ancré, pas assez, suffisamment, et ça va être comme ça, en constante évolution, en constant mouvement, puisque la vie, c'est le mouvement par définition. À partir du moment où quelque chose se fige et se stabilise, en général, c'est qu'il n'est plus en vie. Donc, c'est cette recherche de constance, de stabilité et pour autant de mouvement. Alors, comment savoir si on manque d'ancrage ? Physiquement, ça peut se traduire de différentes façons. Si vous avez tendance à trébucher ou à tomber, c'est sans doute un signe que vous manquez d'ancrage. Si vous avez tendance à vous blesser au niveau des chevilles, des pieds, des genoux, des orteils, là encore, ça peut être un signe. Si vous manquez de force physique, de vitalité, d'énergie, là encore, vous manquez probablement d'ancrage. Si votre immunité est basse, là aussi, ça va être intéressant de travailler l'ancrage pour gagner en immunité. Et enfin, si vous avez tendance à sursauter, au moindre petit bruit, là aussi, ça peut être un signe de manque d'ancrage. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, les glandes endocrines, les surrénales, sont liées au chakra racine. Et donc, il y a un lien direct entre le stress et le travail d'ancrage. Émotionnellement, ça va se traduire de différentes façons. Si vous êtes de nature anxieuse, angoissée, stressée, là aussi, travailler l'ancrage va être intéressant. Si vous vous sentez jamais en sécurité, que ce soit dans votre corps ou dans quels que soient les lieux géographiques où vous vous rendez, vous avez toujours peur, toujours sur le qui-vive, ça va être vraiment important de cultiver cet ancrage et cette sécurité intérieure. Si vous êtes quelqu'un qui est très dans le mental, dans la tête, que tout passe par là, on va faire baisser tout ça. Et il y a de fortes chances que vous manquiez d'ancrage. Si vous manquez de confiance en vous-même, et souvent quand on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance en les autres non plus.
Donc là aussi, on va pouvoir travailler l'ancrage. Si vous avez tendance à fuir les responsabilités, là aussi, ça peut être intéressant d'explorer cette piste d'ancrage. Et enfin, si vous avez tendance à vous retrouver dans des relations de codépendance affective, ça peut être lié aussi, notamment à cette phase de la toute petite enfance que j'évoquais tout à l'heure, où les besoins vitaux n'ont pas été assouvis peut-être par les parents. Ça peut avoir ce type de répercussion à l'âge adulte, d'être sujet à la codépendance affective. Donc ça, c'est les manifestations physiques et émotionnelles d'un manque d'ancrage. Pour autant, on peut aussi être trop ancré. Et là, ça va se traduire de différentes façons. Au niveau physique, on peut avoir, par exemple, tendance à avoir les jambes lourdes, avoir une mauvaise circulation, notamment dans le bas du corps. Si on est sujet aux raideurs articulaires, comme je l'évoquais tout à l'heure, le système squelettique est lié au chakra racine. Donc les raideurs, quand on manque de souplesse au niveau physique, peut-être que là on est trop ancré, que ça manque de mouvement. Si vous avez tendance à avoir des problèmes de poids, de prendre du poids facilement, et aussi des problèmes de constipation. On a vu aussi que le chakra racine était lié à l'élimination, à la digestion basse. Donc le fait de tout garder à l'intérieur, ça peut être un signe qu'on est trop ancré, qu'on ne veut pas que les choses bougent et qu'on veut que ça reste comme ça. Et une autre chose qui est assez intéressante, et notamment dans la société dans laquelle on vit, c'est le fait de s'identifier exclusivement à notre corps physique. De vraiment considérer que nous ne sommes que des êtres de chair et de sang, et de faire complètement abstraction de notre nature énergétique, notre nature plus subtile, notre âme, notre esprit, quels que soient les termes qui vous parlent. Donc ça, cette prépondérance du monde matériel, c'est pas forcément bon pour autant. J'aime pas avoir des notions des jugements de valeur, mais voilà, c'est pour vous montrer la différence et que l'idée, ça va vraiment être de trouver ce juste milieu. On a besoin d'ancrage, ni trop, ni trop peu. Trop d'ancrage au niveau émotionnel va pouvoir se manifester justement par rapport, lorsqu'on s'identifie complètement au corps, et bien on va avoir du mal à accepter les traces du temps qui passe sur le corps. Pour tout ce qui touche à ce lien avec la toute petite enfance, souvent on va avoir tendance à avoir peur de manquer, à vouloir tout garder, à avoir du mal à se délester, à se défaire du matériel. On a évoqué le manque de flexibilité, donc au niveau physique, mais aussi au niveau mental et émotionnel. Et ça peut se traduire notamment avec la peur du changement et le lâcher-prise, de ne pas réussir à lâcher prise dans sa vie, de vouloir tout contrôler comme ça. Une autre façon d'identifier un ancrage trop important dans notre quotidien, c'est le fait d'avoir beaucoup d'inertie quand on doit initier quelque chose, un nouveau projet, quel qu'il soit. Voilà, c'est d'avoir du mal à démarrer. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un peu trop de cette énergie kapha, on l'appelle en Ayurveda. Cette énergie de la terre, de la solidité. Et une dernière piste d'exploration qui peut aussi être liée à trop d'ancrage, de stabilité, c'est le fait de ne jamais être satisfait. L'insatisfaction chronique. Voilà, donc voilà des pistes d'exploration, d'observer. Peut-être que vous avez, parmi ce que j'ai dit, coché d'un côté plus que de l'autre, autant d'un côté que de l'autre. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur dans tout ça. C'est juste une recherche d'équilibre, d'écoute, qui va vous permettre de trouver l'ancrage juste pour vous, pour pouvoir aller de l'avant et
aller dans le sens des différents objectifs et bienfaits de l'ancrage que je vous ai présenté en ce début d'atelier. Alors, on va passer maintenant à l'exercice de coaching, d'écriture intuitive, où une fois que vous vous serez mis dans cet état de revenir dans le corps, justement, de vous ancrer dans l'instant présent, peut-être après avoir fait la pratique de yoga que je vais vous présenter dans un instant, posez-vous avec un journal et laissez les réponses venir aux questions que je vais vous lister maintenant de manière vraiment intuitive. Et voyez ce qui vient, ce qui sort. Si rien ne vient, dites pour commencer « je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas » et vous allez voir que petit à petit, les réponses vont venir. Et puis parfois, le simple fait de poser la question, ça va faire bouger des choses. Même s'il n'y a pas de réponses qui viennent aujourd'hui, peut-être que si demain vous réessayez l'exercice, il y a des réponses qui vont venir. Ce qui va être intéressant aussi, c'est d'observer vos résistances face à certaines questions, face à certaines propositions. Soit ça peut vouloir dire que le sujet abordé, le sujet de la peur est déjà quelque chose de réglé et que vous n'avez pas envie, pas besoin d'y revenir. La résistance, ça peut aussi vouloir dire au contraire qu'il y a encore des choses à aller gratter un petit peu. En yoga, on dit que les postures qu'on aime le moins sont celles dont on a le plus besoin. Donc il est possible que pour cette écriture de journaling, comme on l'appelle, d'écriture, les questions auxquelles on a le moins envie de répondre soient celles qu'on ait le plus besoin sur lesquelles on ait le plus besoin de se pencher. Alors c'est parti, je vais vous lire les réponses. Je vous invite à prendre de quoi noter et à faire pause pour vraiment le temps d'écrire ou alors simplement de noter les questions et de faire cet exercice dans un deuxième temps. La première question est: quand et où te sens-tu ancré? Question assez ouverte qui permet déjà de se mettre dans cet état de questionnement. Quand et où te sens-tu en sécurité? Quand et où te sens-tu chez toi? Quand et où, et dans quelle situation, te sens-tu connecté à ton corps? Quand et où te sens-tu connecté à la terre? Avec qui te sens-tu en sécurité? Et inversement, avec qui te sens-tu en insécurité? Et là aussi, essayez vraiment de ressentir, parfois au niveau de la tête, non, je me sens très bien avec cette personne. Mais de ressentir vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous, quand vous vous autorisez à vraiment aller chercher les réponses en votre fort intérieur. Qu'est-ce qui génère de la peur chez vous? Quelle action ou décision demandant du courage avez-vous pris au cours de votre vie que vous pouvez aujourd'hui célébrer pour vraiment reconnaître ces moments de vie où vous avez dû faire face, affronter votre peur et vous êtes allé, vous avez fait preuve de courage et c'est vraiment important de célébrer ces moments-là. Et dans cette même idée, de quelle petite action pourriez-vous faire au quotidien dans la direction de vos rêves sans vous mettre en insécurité? Donc il y a vraiment cette notion aussi de, à la fois d'être à l'écoute de notre zone de confort, mais pourquoi pas essayer de l'expandre un petit peu plus chaque jour en faisant une petite action qui nous permette de prendre confiance et de voir qu'on est capable d'affronter, de courir vers la peur plutôt que de la fuir. Tout un travail que j'ai pas évoqué jusque-là, mais qui est intéressant à faire, tant en écriture intuitive, mais aussi par le biais d'échanges avec des membres de votre famille, c'est de questionner sur vos racines, sur votre famille, sur vos origines. Le chakra racine est aussi lié à ça. Donc aller
investiguer vos racines et vos origines peut être quelque chose de très intéressant, voire même vos vies antérieures, si c'est quelque chose qui vous parle. Et 2 exercices que j'aime beaucoup. La première, c'est d'écrire une lettre d'amour à votre corps, à vous-même. Et le deuxième, c'est d'écrire une lettre de gratitude à la Terre. Donc ça fait beaucoup de questions, beaucoup d'exercices. L'idée, c'est pas de tout faire en une fois. Encore une fois, pourquoi pas vous dédier 1 semaine ou 3 semaines sur cette thématique de l'ancrage et voilà, de vous amuser avec ces questions, d'y venir, d'y revenir, de prendre votre temps et d'aller creuser, voir ce que chacune de ces questions invite à se révéler à vous. On va passer à la pratique de yoga qui, je le répète, serait sûrement une bonne idée de faire avant l'exercice de journaling. À tout de suite. Maintenant qu'on sait ce que ça signifie d'être ancré, quels sont les intérêts à être ancré dans son quotidien, maintenant qu'on sait comment reconnaître si on est bien ancré ou si au contraire on manque d'ancrage ou si à l'inverse on est trop ancré, on a vu que c'était possible aussi, on va explorer les différentes pratiques et actes symboliques à mettre en place au quotidien pour cultiver et explorer cette notion d'ancrage. La première chose que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est de passer du temps dans la nature. C'est une suggestion qui est valable pour tous, pour toutes, qui peut faire que du bien. Mais là, avec cette intention particulière de connecter à la terre, de mettre les mains dans la terre, de jardiner, ou ne serait-ce que ramasser des fleurs, ramasser des fruits. Voilà, mais en tout cas, se connecter à la nature, connecter aussi à la beauté et à la magnificence de la nature qui nous entoure. Ça peut être vraiment une chose toute simple, toute bête et pour autant très, très puissante. C'est évidemment plus simple à faire si on vit à la campagne. Si vous vivez en ville, je vous invite à, quand vous croisez un arbre, à peut-être juste poser une main ou à aller regarder depuis votre fenêtre si vous en voyez quelques-uns. Et si ça n'est pas possible non plus, bien, fermez les paupières et utilisez l'outil de la visualisation pour vous connecter à la dernière fois que vous étiez en nature et toutes ces sensations de bien-être que ça a pu éveiller en vous. Voilà, donc le simple fait de respirer en conscience comme si vous étiez en pleine nature, ça pourra déjà vous apporter un peu d'ancrage. Une des pratiques que j'aime beaucoup, justement quand on a la chance de pouvoir être dans la nature, c'est ce qu'on appelle en anglais grounding ou earthing, qui consiste à marcher pieds nus sur la terre, sur l'herbe ou sur le sable, en tout cas pieds nus dans la nature, de sorte à vraiment pouvoir connecter avec les ions négatifs qui sont très présents à la surface de la Terre et dont le corps se nourrit pour équilibrer les polarités positives et négatives. Donc, dès que vous avez l'occasion, pas hésiter à retirer les chaussures et à vous connecter à la Terre avec vos pieds qui, vous l'aurez compris maintenant, sont directement liés à l'ancrage de votre corps. J'aime beaucoup aussi l'utilisation des mantras, du bija mantra, je l'ai mentionné en début de présentation. Pour le chakra racine, c'est l'âme. Donc de faire vibrer ce son, cette vibration au niveau de votre gorge en imaginant qu'elle parte vraiment de votre chakra racine et qu'elle remonte, peut être un outil vraiment puissant pour nettoyer ce chakra racine, cultiver l'ancrage. Imaginez que cette vibration soit capable de vous évacuer, vous permettre d'évacuer la peur, le stress, même le manque d'estime de vous. Donc là aussi, ça peut être vous le chanter tout fort, ça peut être vous le réciter mentalement en vous connectant à cette zone, ça peut être aussi vous poser allongé sur le sol en shavasana ou dans votre lit avant de dormir ou en posture de méditation et écouter une bande son avec ce mantra, vous en trouverez sur YouTube ou sur d'autres moteurs de recherche. Donc voilà, explorer, jouer avec ce mantra. Et dans
dans une même logique, on a évoqué la couleur rouge qui est connectée au chakra racine. Donc là aussi, ça peut être intéressant de connecter consciemment avec cette couleur, que ce soit dans votre garde-robe, ne serait-ce qu'explorer, ouvrir vos placards et regarder quelles sont les couleurs qui sont présentes. Ça vous donnera une indication sur les chakras qui sont activés ou non. Mais bon, ça c'est un autre sujet sur tous les chakras. Mais revenons-en à la couleur rouge. Donc voilà, portez du rouge les jours où vous avez besoin d'ancrage. Observez si vous avez du rouge dans vos placards, mais ça peut être aussi les placards de la cuisine, et pourquoi pas choisir une tasse rouge pour boire votre boisson chaude du matin, le jour, la semaine, les 3 semaines, si vous voulez cultiver cette habitude. On dit qu'il faut 3 semaines, 21 jours pour ancrer une habitude. Donc si vous voulez ancrer l'ancrage, essayez de mettre en pratique ces petits outils pendant 21 jours, et donc voilà, pourquoi pas boire dans votre tasse rouge. Voilà, ça peut être porter un rouge à lèvres, ça pourrait être porter des bijoux de couleur rouge, ou même travailler avec la lithothérapie, qui n'est pas mon domaine d'expertise, donc je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais voilà, il y a plein de choses intéressantes à faire autour de ce chakra racine et autour de cette couleur rouge. On va parler du corps dans un instant, puisque c'est la maison dans laquelle votre âme réside. Mais donc la maison au sens large, qui est un des centres de préoccupation qui touche directement au chakra racine, ça va vraiment être important de prendre soin de sa maison pour s'y sentir bien. Souvent, quand on manque d'ancrage, on peut avoir tendance à se sentir en insécurité. Donc vraiment faire en sorte que notre lieu de vie, quel qu'il soit un endroit où on se sente bien, en sécurité. Et pourquoi pas même créer un petit hôtel, un lieu, un espace dans votre maison, dans votre chambre, dans votre lieu de vie, encore une fois, dans lequel que vous pouvez agrémenter avec des choses issues de la nature, justement, qui vous rappellent cette connexion à l'élémentaire, des pierres, des cailloux, des cristaux, des coquillages. Bon, c'est plutôt la mer, mais c'est le fond de mer. Voilà, des choses qui viennent de la nature, des fleurs, des plantes. Et voilà, et mettre cette intention de retrouver cet ancrage, cette sécurité, cette stabilité intérieure lorsque vous vous recueillez, par exemple, ou quelles que soient vos pratiques spirituelles ou non d'ailleurs, juste simplement de regarder, d'admirer, de mettre... faire jouer votre créativité et mettre de l'esthétisme dans tout ça, ou voilà, juste de prier, de méditer devant cet espace avec cette intention de retrouver un peu d'ancrage et de stabilité. Avant de passer au corps, il reste encore une chose. J'ai précisé que le sens lié au chakra racine, c'est l'odorat. Donc, utilisez votre nez pendant ce temps que vous vous accordez autour de l'ancrage pour justement utiliser ce qui se passe au niveau olfactif pour retrouver l'ancrage. Et vous avez sans doute entendu parler de l'expression de la mémoire olfactive, et pourquoi pas utiliser des souvenirs olfactifs qui vous ont laissé des sensations, des sentiments, des émotions de joie, de plaisir, de légèreté. En tout cas, quelque chose qui vous fasse vous sentir bien, et utiliser ces souvenirs olfactifs comme point d'ancrage également. Après, ça va être aussi quand vous mangez, on va parler de l'alimentation dans un instant, également de vous nourrir avant tout des odeurs. Ça va vous dire également vous aider à vous reconnecter à la terre et à votre corps. Donc en parlant de la reconnexion au corps, on va y venir. Prendre soin de son corps de manière générale est une très bonne pratique pour s'ancrer, et ça peut prendre vraiment mille et une façons. On a chacun nos façons de prendre soin de notre corps. Je vais vous donner mes petits trucs à moi. J'aime beaucoup la pratique du dry brushing, qu'on appelle en anglais, qui consiste à se brosser la peau à sec avec des brosses qui s'achètent, je pense que ça s'appelle une brosse, de brossage à sec. De se brosser la peau en remontant le long des membres et en ramenant la circulation vers le cœur.
Et cette pratique, elle est vraiment intéressante parce que déjà, c'est de passer du temps vers son corps. Et évidemment, toujours cette notion d'intention de vous faire du bien. On, on joue sur la circulation, y compris la circulation lymphatique. Et on l'a vu tout à l'heure que le système lymphatique est directement lié au chakra racine. Ça va aussi permettre de se délester des peaux mortes et en plus d'avoir un effet bénéfique sur la cellulite. Donc voilà, un bon moyen de prendre soin de soi. Ensuite, on va pouvoir venir se masser. Donc le massage, l'automassage, pareil, en mettant beaucoup d'amour en fait dans ce massage. On dit au yoga que les mains sont l'extension du chakra du cœur. Donc vraiment tout ce que vous faites avec vos mains, faites-le avec beaucoup d'amour. Le massage le matin, après le dry brushing et avant la douche froide, qu'on peut appeler parfois ou qu'on entend comme étant appelée la douche écossaise, sur les jambes et sur les pieds. Ça va aussi stimuler l'ancrage. Si vous êtes courageux ou si simplement vous le faites régulièrement, vous allez voir que petit à petit vous réussirez à le faire sur tout le corps. Très bon pour l'immunité. Là aussi, on a parlé du fait que qu'on manque d'ancrage, en général, on a une immunité qui est un petit peu basse. Donc la douche froide, quand c'est adapté, voilà, s'il fait glacial chez vous, bon, évidemment, vous ne le ferez pas à ces moments-là, mais voilà, sentez quand c'est le bon moment pour vous, mais pourquoi pas expérimenter un peu avec l'eau froide, notamment sur les jambes et sur les pieds. Et j'allais revenir, oui, sur le fait de se masser aussi les pieds le soir avant de se dormir pour faire redescendre l'énergie de la tête dans le corps. Ça va favoriser le sommeil. Donc ça peut être une pratique intéressante aussi. De façon générale, l'ancrage va passer par l'écoute du corps. Donc s'écouter au sens large, que ce soit écouter sa faim, écouter sa satiété, écouter ses besoins primaires, ses besoin d'aller aux toilettes et d'y aller, respecter ce besoin quand le corps s'exprime, écouter lorsqu'on ressent de la fatigue et écouter lorsque le corps a besoin de sommeil, savoir mettre des limites, voilà, et vraiment interagir avec les autres après avoir pris le temps de mesurer, d'écouter cette météo intérieure. Plus vous serez ancré, en phase, à l'écoute de votre corps, plus vous serez en mesure d'échanger de façon authentique avec vos proches et avec les autres. Toujours cette notion d'effet boomerang, quand on se respecte soi-même, quand on s'écoute, et on génère et on invite les autres à en faire de même. On va passer à la notion alimentaire. Donc on peut choisir certains aliments qui vont faciliter l'ancrage et notamment tout ce qui tourne autour des légumes racines. Donc voilà, tout ce qui pousse sur la terre, les carottes, les panais, les navets, les pommes de terre, qu'est-ce qu'il y a, les racines, donc le gingembre, le curcuma, l'ail, l'oignon. Voilà, toutes ces choses qui poussent sous la terre peuvent être vraiment intéressantes pour apporter une sensation de stabilité, puisque c'est souvent, et c'est ce que recommande l'Ayurveda, la petite sœur du yoga, des légumes qu'il va falloir cuire assez longtemps pour qu'ils s'assouplissent, pour qu'ils s'adoucissent. Et donc en préparant des soupes, des currys, des stews, on appelle ça en anglais, voilà, des plats chauds et réconfortants, ils vont vraiment nous apporter cet ancrage, ce côté réconfortant dont on peut avoir besoin quand on se sent un peu tout là-haut. Tout ce qui touche à nouveau à cette couleur rouge, donc les fruits et légumes rouges, les pommes, les pastèques, toutes les baies rouges, les fraises, les framboises, les groseilles, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore là, grenades, les tomates, les poivrons. Donc là aussi ça va être du coup les légumes racines plutôt période automnale, hivernale, et tout ce qui est rouge plutôt à la période estivale. Voilà, et observez comment vous vous sentez quand vous mettez cette intention de vous ancrer et que vous choisissez des fruits et légumes rouges par exemple. Après, il va y avoir tout ce qui est en contact avec la terre, donc les salades par exemple qui poussent directement à même la terre normalement, ou encore les fruits et les légumes sphériques,
donc la pêche par exemple, si on met aussi cette intention de se connecter. Et également la poire, avec sa texture un peu terreuse comme ça. Et quelque chose que j'aime beaucoup, même si ça va un tout petit peu à l'encontre du principe d'Ayurveda, de favoriser les plats chauds, cuisinés, maison, réconfortants. J'ai évoqué la salade, là je vais vous évoquer les graines germées, qui sont super intéressantes parce que c'est vraiment des graines en devenir, avec tout le potentiel de la plante à venir en termes de micronutrition, de vitamines, de minéraux, d'enzymes. Donc c'est vraiment des petites bombes de micronutritionnelles que je vous encourage soit à faire germer vous-même, et c'est assez magique à observer parce que vraiment c'est juste quelques graines qu'on met. Je ne vais pas vous expliquer ici comment on le fait dans le détail, mais en gros vous rincez et vous rincez 2 fois par jour et vous allez voir vos graines germer sans terre ici pour le coup. Donc il n'y a pas cette connexion à la terre, mais il y a cette connexion à la plante et à la vitalité qu'on va rechercher, puisque l'ancrage, c'est aussi cette recherche de vitalité pour aller de l'avant et pour mener à bien nos projets. Voilà, donc pourquoi pas rajouter des graines germées, qu'on peut aussi trouver déjà germées en magasin bio, si vous ne sentez pas de les faire germer vous-même, et de les rajouter à vos plats chauds. Voilà pour l'alimentation. Je voulais mentionner aussi 2 petites choses. Le shiitake, c'est un champignon qui est reconnu en médecine traditionnelle chinoise comme un puissant élixir de vie, plein de vertus, et notamment celle d'augmenter la force et l'énergie vitale au niveau du premier chakra. Donc ça peut être intéressant dans une soupe miso par exemple de rajouter des champignons shiitake qu'on trouve assez facilement à l'état sec ou frais d'ailleurs parfois en magasin bio. Selon la saison, on les trouve frais aussi. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, l'intention dans tout ce qu'on fait va être primordiale. Donc, y compris lorsque vous mangez, posez cette intention quand vous cuisinez de vous faire du bien, quand vous mangez de vous faire du bien, de cultiver cet ancrage, cette sécurité, ce bien-être à l'intérieur. Donc ça peut vouloir dire cuisiner et manger sans distraction, en étant pleinement à ce que vous êtes en train de faire et en appréciant, en commençant par vous nourrir avec les 5 sens et plus particulièrement le sens de l'odorat, et ensuite manger vraiment en conscience, en mâchant, en prenant votre temps et à être du coup à l'écoute de votre satiété. Je terminerai quant à l'alimentation avec une petite note sur la viande. La viande peut être vue comme un aliment qui vient ancrer, qui apporte cet ancrage, cette sensation de présence, de satiété justement. Et il n'y a aucun jugement de valeur ici, chacun est libre de choisir s'il a envie de manger de la viande ou pas. Si possible, la choisir comme étant issue d'élevage biologique, peut-être vous connaissez des éleveurs pas très loin, enfin voilà, de prendre en compte cette notion de qualité qui a été apportée à l'élevage de l'animal avant qu'il arrive dans votre assiette. Il faut néanmoins savoir que la chair d'un animal portera aussi la charge énergétique liée à sa mort. Donc là encore, quand on mange de la viande, on n'ingère pas que cette charge énergétique qui peut paraître comme étant négative, mais de la manger en conscience, de remercier l'animal qui a donné sa vie pour que vous puissiez vous nourrir. Eh bien, ça va changer cette donne et vous obtiendrez l'ancrage que vous recherchez quand vous avez besoin de viande. Et là aussi, ça peut être vraiment intéressant si on a des idées reçues par rapport au fait de manger de la viande ou pas, d'être vraiment à l'écoute des sensations du corps et si on sent que c'est pas pour nous, de respecter, ou à l'inverse, si de temps en temps on peut en avoir envie, et en général quand il y a une envie c'est qu'il y a un besoin derrière. Donc voilà, soyez ouverts, flexibles et à l'écoute de ce que votre corps a à vous transmettre. Il reste encore quelques petites choses, excusez-moi, je relis mes notes parce que du coup il y a beaucoup d'activités, de pratiques que vous pouvez mettre dans votre quotidien. On va parler de la mise en mouvement du corps puisqu'on va parler du yoga. Donc toute activité physique fait avec beaucoup de douceur à nouveau envers vous-même et de la régularité. Souvent quand on manque d'ancrage, on est un peu éparpillé.
Donc en fait c'est vrai pour mettre son corps en mouvement, mais c'est vrai pour tout ce qu'on fait. Essayez de faire les choses une chose à la fois, d'être pleinement dans ce qu'on fait, ça va vous aider à cultiver l'ancrage. Et par rapport à l'activité physique, donc faire quelque chose qui soit doux, ça peut être de la marche, ça peut être de la danse, des danses un peu tribales, justement on va taper les pieds par terre pour se connecter à nos jambes, à notre chakra racine, à la terre. Euh, oui, ça peut être également donc, du yoga, dont on parlera dans un instant, mais aussi du tai chi. Voilà. Et essayez de mettre de la régularité dans votre pratique. Ça va donner encore plus de profondeur à votre pratique et ça va vous amener encore plus cet ancrage et cette stabilité que vous recherchez. Maintenant, comme je l'ai déjà évoqué, on peut aussi être trop ancré. Trop ancré dans le sens faire preuve de rigidité, manquer de flexibilité au niveau physique comme au niveau émotionnel. Donc dans ce cas-là, ça va être intéressant de faire plusieurs choses. La première, ça peut être au contraire, je viens de vous parler de régularité, si vous sentez que vous êtes très, très à cheval justement sur vos habitudes, que c'est vraiment dur pour vous de changer, ben pourquoi pas inviter un peu de changement dans votre routine habituelle. Si vous sentez que vous êtes exclusivement identifié à votre corps, on l'a évoqué également, essayez de passer du temps sans vous regarder dans un miroir, sans prendre de selfie, si c'est quelque chose que vous avez tendance à faire, et peut-être aussi sans regarder les réseaux sociaux, faire une petite détox digitale pendant quelques heures, pendant une journée, pendant un week-end, vous voyez ce qui semble juste pour vous. Et ça peut être une pratique vraiment intéressante pour se détacher un peu du corps, du matériel et essayer de voir ce qu'il y a au-delà de tout ça. Et dans le même esprit, quand on est très attaché au matériel, pourquoi pas, et qu'on a du mal à donner, à se délester, pourquoi pas justement faire du tri dans ses affaires et donner sans attache, apprendre à se défaire, à se délester. Des choses par exemple qu'on n'a pas mis ces 6 derniers mois ou sur une année complète pour avoir les différentes saisons. Voilà, apprendre à donner et voir ce que ça vous fait et vous réalisez peut-être une sensation de libération par rapport à ça. Et donner sans rien attendre en retour, ça va être quelque chose qui peut aider à travailler sur cette sur-ancrage. Deux dernières choses. Faire une action courageuse par jour dans la direction de vos rêves, sans vous mettre en insécurité, mais de sorte à expandre un peu votre zone de confort. Voilà, et courir vers vos peurs plutôt que courir loin de vos peurs, ça va vous aider à être un peu plus flexible et à savoir peut-être mieux gérer justement la prochaine fois qu'un obstacle ou quelque chose qui vous fait peur arrive dans votre vie. Et enfin, on avait parlé aussi de la difficulté à ressentir de la satisfaction. Et un outil, encore une fois très simple, ce que je vous présente, ce n'est pas des choses compliquées puisque l'idée c'est justement que ce soit pratique et applicable facilement dans votre quotidien. Ça va être de tenir un journal de gratitude et d'écrire, de mettre sur papier toutes les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude, toutes les choses que vous avez de la chance d'avoir dans votre quotidien, aussi petites soient-elles, et de réaliser ainsi tout ce pourquoi vous pouvez être reconnaissant et tout ce qui vous apporte déjà beaucoup de satisfaction sans que vous le reconnaissiez forcément. Voilà, c'était le tour des actions pratiques, des actes symboliques à mettre dans votre quotidien. On va passer tout de suite aux exercices d'écriture intuitive et à la séance de yoga. Amusez-vous avec tout ça surtout. Faites-le avec beaucoup de joie, et de liberté et de légèreté. On se retrouve pour notre pratique de yoga sur le thème de l'ancrage. Alors avant de commencer, je vais vous donner quelques explications, notamment si le yoga est une découverte pour vous. En commençant par quelques explications sur la respiration. Vous verrez quand je vous inviterai à vraiment relâcher le ventre à l'inspire
et à ramener le nombril à l'expiration. En fait, au yoga, on parle de respiration complète, où on va chercher à remplir les poumons au maximum, en relâchant le ventre, en ouvrant les côtes et en allant respirer jusque sous les clavicules. Si c'est inhabituel pour vous, vous faites de votre mieux et vous verrez qu'en pratiquant régulièrement, ça se mettra en place. Donc voilà, relâchez bien le ventre, autorisez le ventre à se déployer à l'inspire, sans forcer, sans pousser, c'est la respiration physiologique. Et en expirant au contraire, vous allez ramener le nombril vers vous, vers l'arrière et vers le haut, comme si vous vouliez remonter les organes internes vers le haut. Et pour ça, on va s'aider dans Bandha, Mula Bandha. Vous reconnaissez Mula, comme Muladhara, le chakra racine. Donc ce mot Mula qui veut dire racine, justement. C'est en fait l'engagement du plancher périnéal, le plancher pelvien. Donc ça va consister à chaque expiration à engager les muscles de votre plancher pelvien, de resserrer les fibres vers l'intérieur et vers le haut, là aussi avec cette recherche de remonter les organes internes. Très concrètement, c'est comme si vous reteniez d'aller aux toilettes, c'est ce qu'on appelle donc le Mula Bandha, le verrou énergétique pour éviter que l'énergie parte vers le bas. On vient contrecarrer l'énergie et apporter de la stabilité au buste. Donc ça, je vous invite à le faire à chaque expiration. On va expirer essentiellement par le nez, sauf si je précise différemment, mais dans cette pratique d'aujourd'hui, c'est essentiellement la respiration par le nez. Je vous présenterai aussi un pranayama, un exercice de respiration qui s'appelle Samavriti, la respiration carrée, qui va consister à inspirer sur 4 temps, retenir le souffle à poumon plein sur 4 temps, expirer sur 4 temps, puis retenir le souffle à poumon vide sur 4 temps. Donc voilà, ça forme ce carré. Si 4 temps est trop long pour vous pour commencer, vous faites comme vous pouvez. L'idée, c'est simplement d'avoir des phases régulières. Donc si vous partez sur 2 temps, vous faites 2 temps à l'inspire, 2 temps en rétention à plein, 2 temps à l'expire, 2 temps en rétention à vide. Et pour faire ce pranayama, je vais vous inviter à prendre un mudra. Un mudra, c'est une posture de main. On va mettre ensemble le bout de l'index et du pouce ensemble. L'annulaire correspond à l'énergie de la terre, le pouce à celui du feu. Donc en fait, on va venir mettre en contact le magnétisme de la terre avec le courant énergétique du feu. Et ces mudras, en fait, mudra, ça signifie saut, S-C-E-A-U. Ça veut dire qu'on vient sceller 2 énergies ensemble qui vont avoir un effet sur notre physiologie et sur notre énergie. Ce mudra, qu'on appelle Prithvi Mudra, le geste de la terre, vient apporter plusieurs bienfaits. Il vient nourrir les éléments solides de notre corps. On a vu que le chakra racine était lié à la structure ostéo-articulaire de notre corps. Donc il vient nourrir cette structure en particulier. Il vient renforcer notre vitalité, augmenter notre vitalité, améliorer notre équilibre et notre stabilité. Il nous aide aussi à vaincre la peur, à avoir une vision de la vie plus saine et plus enthousiaste. Tout un programme, donc je vous invite vraiment à pratiquer ce mudra pendant notre pranayama, pendant la pratique, mais aussi au quotidien. C'est un geste que vous pouvez faire quand vous marchez dans la rue, quand vous êtes dans le métro, quand vous avez les mains libres. C'est quelque chose de facile à faire en posant cette intention. J'invite l'ancrage et la stabilité en moi. Voilà. Pour une des postures, on mettra aussi le pouce et l'index ensemble, c'est Chin Mudra, en tendant les autres doigts. C'est une posture qui va nous aider à nous ancrer énergétiquement au bout des doigts. Vous le verrez, ça sera pendant la posture de l'arbre. Voilà, vous avez besoin d'un tapis, d'un espace suffisant pour être à l'aise dans votre pratique, de vêtements confortables. Et je préfère vous donner toutes ces indications en amont, de sorte à ce que vous pourrez ensuite avancer la vidéo et venir pratiquer une fois que vous aurez compris ces informations. C'est vraiment une pratique que je vous invite à intégrer dans votre quotidien pendant une vingtaine de jours, peut-être 21. On a vu que c'est souvent ce chiffre qui revient quand on cherche à ancrer une habitude. Donc voilà, si vous voulez inviter plus d'ancrage dans votre vie, essayez de trouver ce temps de pratique tous les jours pendant 21 jours, voire plus. Ok, on va pouvoir commencer. J'ai parlé de Mula Bandha, le verrou périnéal, les mudras. Et pensez à l'autograndissement, à vraiment pousser vers le bas au niveau du bassin quand on est en assise, étirer le sommet du crâne vers le ciel
en assise. Et quand on sera à quatre pattes, ce sera vers l'avant et vers l'arrière. Toujours imaginez votre colonne vertébrale en extension, comme une corde qu'on tirerait d'un côté de l'autre, de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Voilà, on va pouvoir commencer. Je vous invite à vous asseoir, les jambes croisées, comme c'est confortable pour vous, à tirer les fessiers vers l'arrière et à sentir la connexion de la pointe de votre coccyx, du plancher pelvien, sur le tapis. Déposez vos mains sur vos genoux et fermez vos paupières. Prenez quelques secondes pour vous rendre présent à votre corps, à votre respiration et à votre pratique de yoga qui va commencer. Ressentez le poids de vos pieds, de vos jambes, de votre assise sur le tapis. Et imaginez des racines qui partent dessous votre assise pour venir vous connecter au centre de la terre, vous nourrir de son énergie stabilisatrice. Imaginez cette sensation d'avoir une ancre qui vous laisse vers le bas. Et c'est cet ancrage au niveau de votre bassin qui va permettre à votre colonne vertébrale de se redresser au sommet de votre crâne, de se rapprocher du ciel. J'aime bien l'image du fil de marionnette au sommet du crâne qui vous étire tout là-haut, ou pourquoi pas aussi d'antennes qui vous connectent au cosmos, en imaginant que le buste, votre buste, forme un trait d'union entre la terre et le ciel. Amenez maintenant votre attention vers votre respiration. Ressentez l'air frais qui s'invite dans vos narines à chaque inspire et l'air légèrement plus chaud qui en ressort à chaque expiration. À chaque inspire, détendez le ventre, allez chercher vos inspirations au niveau du ventre. Remplissez vos poumons au maximum, sentez les côtes qui s'écartent. Et à l'expire, engagez Mula Bandha, le verrou périnéal, et ramenez le nombril vers l'arrière et légèrement vers le haut. Chaque inspire, détendez le ventre, le périnée. Chaque expire, je resserre les muscles du plancher pelvien, je ramène le nombril vers l'arrière tout en poussant les fessiers dans le sol et en étirant le sommet du crâne vers le ciel. Prenez ce temps pour vous connecter à votre souffle, les yeux clos, dans l'immobilité pour pouvoir maintenir ce lien à votre respiration lorsqu'on se mettra en mouvement. Puis vous allez tourner les paumes de main vers le ciel, amener le bout de l'annulaire avec le bout de vos pouces, relâchez les autres doigts. On prend Prithivi Mudra pour faire notre respiration carrée, Samavriti. On va donc commencer à inspirer sur 4 temps. Retenez le souffle sur 4. Expirez sur 4. Retenez à poumon vide sur 4. Inspirez sur 4 temps. Retenez sur 4. Expirez sur 4. Retenez poumon vide sur 4 temps. Inspirez, laissez rentrer le prana dans votre corps. Retenez le souffle, faites circuler cette énergie vitale au plus profond de vos cellules. Expirez, délestez-vous des énergies usées. Rétention à poumon vide, laissez ce nouvel équilibre énergétique s'équilibrer. Une dernière fois, inspirez sur 4. Retenez sur 4. Expirez sur 4. Retenez le souffle à poumon vide sur 4 temps. Reprenez une respiration naturelle en inspirant par le nez, en expirant par le nez et relâchez le mudra au niveau des doigts.
Sur une inspiration, laissez les yeux s'entrouvrir, restez intériorisés et expirez, dépliez vos jambes. Remettez du mouvement dans vos chevilles, vos pieds, vos genoux et vos hanches. Et relancez la circulation sanguine et lymphatique en tapotant vos jambes de haut en bas, à l'extérieur et de bas en haut à l'intérieur. Massez vos jambes connectées à vos pieds. Puis repliez vos jambes et venez vous asseoir sur vos talons à l'arrière de votre tapis. Tenez vos gros orteils ensemble, écartez les genoux de la largeur de votre tapis si nécessaire et placez votre bassin pour résorber le creux lombaire. Donc, ni cambré, ni arrondi. Bassin neutre. Les mains sur les cuisses, le regard loin devant, le menton rentré. J'ai mon bassin lesté sur mes talons. Si ça étire un peu au niveau des chevilles, c'est qu'elles ont besoin d'être étirées. Elles ne vont pas rester longtemps. Étirez bien le sommet du crâne vers le ciel, menton rentré, nuque longue. Prenez une longue inspiration, détendez le ventre. Expirez, engagez Mula Bandha. Sentez cette action au niveau du périnée. Ramenez le nombril. Restez bien redressé, étirez vers le bas et vers le ciel. Inspirez, détendez le ventre, le périnée. Expirez, inclinez-vous vers l'avant. Faites glisser les mains au sol, gardez les bras détendus et venez déposer le poing au centre de vos sourcils sur la terre. Faites quelques nons avec la tête pour masser ce point de contact entre les deux. Puis ramenez le visage au centre et observez les sensations dans votre visage. Vérifiez que vous respirez toujours de façon complète en allant chercher les souffles à l'inspire au niveau du ventre qui se gonfle contre vos cuisses. Et au contraire, à l'expiration, vous engagez Mula Bandha, ramenez le nombril à vous et sentez le ventre qui s'éloigne ou qui cherche à s'éloigner de vos jambes. On est dans Balasana, la posture de l'enfant. Sur la prochaine inspiration, décollez le front, regardez vos mains, faites-les glisser vers l'avant. Écartez les doigts, les mains sont écartées de la largeur de vos épaules et plaquez les mains dans le sol, comme si elles étaient collées au tapis, qu'elles ne pouvaient plus bouger. Expirez, ramenez le menton vers le sternum, le regard vers le tapis. La nuque est dans le prolongement de la colonne. Étirez le sommet du crâne vers l'avant, le bassin toujours bien lesté sur les talons. Prenez une longue inspiration. Appuyez les mains dans le sol, éloignez les épaules des oreilles. On ancre les bras dans le tapis. La nuque est longue, les bras actifs. Expirez, engagez Mula Bandha. Imaginez que les mains veulent glisser vers les genoux, mais qu'elles ne peuvent pas bouger vu qu'elles sont plaquées au sol. Et c'est le bassin qui se soulève. On monte à quatre pattes. Cette sensation d'ancrage sous les mains, sous les genoux. Écartez les gros orteils, amenez les pieds, les mollets derrière vos genoux, fléchissez légèrement les genoux pour garder la traction du bassin vers l'arrière et maintenez les mains en avant des épaules pour maintenir la traction du haut de la colonne vers l'avant. Toujours de l'espace autant que possible entre nos vertèbres. On continue avec Marjariyasana, la posture du chat. À l'inspire, pointez les coccyx vers le ciel et vers l'arrière. Creusez au niveau des lombaires sans forcer, attention si cette zone est sensible chez vous. Et creusez au niveau du milieu du dos, derrière les omoplates, tirez la poitrine vers l'avant, entre les biceps. Poussez les mains dans le sol et tirez le sommet du crâne vers le ciel, sans casser la nuque. On est en dos creux. Et à l'expiration, on part en dos rond. Poussez les mains, ancrez les mains, les genoux, les coups de pied dans le sol. Arrondissez le dos vers le haut et vers l'arrière en bout d'expiration pour bien étirer la zone lombaire. On repart en dos creux à l'inspire. Creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Ne laissez pas le bassin partir vers l'avant. Tirez la poitrine, elle par contre entre les biceps, les mains bien ancrées au sol, sommet du crâne vers le ciel, les épaules loin des oreilles. Expirez, arrondissez, poussez les mains, les genoux, les coups de pied dans le tapis, étirez-vous vers le haut et vers l'arrière. Le périnée tenu, le nombril rentré. Inspirez, revenez à un dos neutre. Retournez vos orteils. Et expirez, décollez vos genoux. Poussez les mains dans le tapis, amenez le poids du corps dans les jambes. Allongez le dos, amenez le bassin vers l'arrière. Gardez les genoux fléchis, le ventre près des cuisses. Dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Sur la prochaine inspiration, montez sur la pointe des pieds. Expirez, redescendez, poussez, ancrez les mains dans le tapis. Essayez d'alléger le poids au niveau des épaules. Le regard est entre les pieds, la nuque, dans le prolongement de la colonne vertébrale. Inspirez, montez.
Expirez, descendez talon droit et tirez l'arrière de votre jambe droite. Genou gauche fléchi, poussez les mains dans le sol, les deux hanches restent sur une même ligne. Inspirez, montez. Expirez, fléchissez, genou droit, talon gauche au sol. Étirez l'arrière de votre jambe gauche, poussez les mains au sol. Inspirez, montez. Expirez, redescendez les deux talons. Gardez une micro-flexion dans vos genoux. Pour garder une bonne flexion de hanche, poussez les mains dans votre tapis. Prenez une longue inspiration, détendez le ventre. Expirez, faites de petits pas vers l'arrière avec vos mains. Reculez, reculez, reculez. Vérifiez que vos pieds soient écartés de la largeur de votre bassin, parallèle. Déverrouillez vos genoux. Déposez le ventre sur les cuisses si c'est possible, le dessus des mains sur le dessus des pieds, puis relâchez complètement la tête et les épaules. Amenez le poids du corps dans les orteils. Évitez d'avoir le bassin qui part à l'arrière. Revenez à votre respiration. Toujours le ventre qui se soulève à l'inspire. En expirant, poussez les pieds dans le sol. Activez les muscles des cuisses. Engagez Mula Bandha. Relâchez d'autant plus le haut du corps face au sol. Faites quelques oui, quelques non avec la tête pour bien détendre la nuque, les épaules. Utilisez la gravité à votre avantage. Puis sur la prochaine inspiration, amenez les mains sur les tibias en dessous des genoux et on vient ancrer les mains contre les jambes. Les jambes se tendent, les bras se tendent, le dos s'allonge, le menton reste rentré, le regard au sol, le sommet du crâne est tiré vers l'avant. On prend une longue inspiration ici. En expirant, engagez Mula Bandha, tirez le coccyx entre les jambes, sentez l'espace qui se crée dans la zone lombaire, ancrez bien les mains contre les jambes, les épaules loin des oreilles. Le buste forme un angle droit par rapport aux jambes. Inspirez ici. Expirez, déverrouillez les genoux, ramenez les mains l'une contre l'autre. Inspirez, poussez les pieds dans le tapis, redressez le buste, les bras, Urdhva Tadasana, regardez vers le ciel. Expirez, ramenez les mains devant la poitrine. Relâchez les bras le long du corps, ouvrez les paumes de main vers l'avant, ouvrez la poitrine, les épaules et ressentez l'ancrage au niveau de vos deux pieds. Gardez la régularité, la profondeur de votre respiration. Et sur la prochaine inspiration, laissez vos yeux s'ouvrir. Expirez en écartant les pieds dans la longueur de votre tapis. Faites en sorte d'avoir les talons sur une même ligne, les pieds parallèles, les gros orteils très légèrement rentrés. Poussez les pieds dans le sol, activez les cuisses, engagez Mula Bandha, résorbez le creux lombaire en tirant le coccyx entre les jambes. Le dos, le buste bien redressé, sternum, sommet du crâne vers le ciel et les épaules basses. Inspirez, levez les bras à hauteur d'épaule, paume de main vers le sol. Expirez, relâchez les épaules. Inspirez, pivotez sur votre talon droit, amenez les orteils vers le bout du tapis, le regard vers la main droite. Expirez, fléchissez le genou droit et ajustez l'écartement entre les pieds de sorte à ce que votre genou soit aligné au-dessus de votre cheville pour protéger votre rotule. Mettez une intention de rotation externe dans votre cuisse droite pour éviter que le genou rentre. On vient s'installer dans Virabhadrasana 2, la posture du guerrier. En inspirant, regardez vers l'arrière et réalignez le placement de votre bras gauche. Expirez, ramenez le regard vers l'avant. Déposez vos yeux sur le bout des ongles de votre main droite, votre drishti comme on l'appelle en sanskrit. Toujours de longues inspires, cherchez la longueur jusqu'au bout des doigts, la longueur dans votre buste. Et en expirant, réancrez les pieds, réengagez les muscles de vos deux cuisses, réengagez Mula Bandha. Peut-être fléchissez un peu plus votre genou droit. Posture de force et de stabilité par excellence. Le guerrier n'est ni dans le passé, donc le buste n'est pas à l'arrière, ni dans le futur. Il est ici et maintenant, bien au centre. Prochaine inspiration, dépliez votre genou droit. Expirez, ramenez les deux pieds parallèles. On part tout de suite sur la gauche. Inspirez, pivotez sur le talon gauche. Expirez, fléchissez le genou gauche. À nouveau, rotation externe dans la cuisse gauche, mais dans la cuisse droite aussi. Ancrez bien la tranche externe du pied droit dans le sol. La jambe droite est solide.
Inspirez, jetez un coup d'œil à l'arrière, vérifiez l'alignement de votre bras droit par rapport à votre épaule. Expirez à nouveau, ramenez le regard sur le bout des ongles des doigts de votre main gauche. Chaque inspire, détendez le ventre, le périnée, cherchez de l'amplitude au niveau du haut du corps. Et chaque expire, réancrez le poids du corps dans vos pieds, réengagez Mula Bandha. Dernière longue inspiration, cherchez à toucher le plafond du sommet du crâne. Et dernière expiration, approfondissez une dernière fois votre guerrier. Inspirez, dépliez le genou gauche. Expirez, ramenez les pieds parallèles, relâchez les bras. Ramenez les pieds sous le bassin, mettez du mouvement là où vous en sentez le besoin dans vos chevilles, vos genoux, vos hanches. Retrouvez Tadasana, les pieds sous le bassin parallèle, les bras le long du corps, paume de main tournée vers l'avant, fermez les paupières. Observez, accueillez, appréciez les sensations lorsque la posture cesse. Et observez le flot de vos pensées également. Revenez à votre pratique. Prochaine inspiration, laissez vos yeux s'ouvrir. Et expirez, amenez les deux pieds l'un contre l'autre. Amenez les manches en Chin Mudra, pouce index ensemble, les autres doigts tendus. Les bras le long du corps, imaginez un support imaginaire sur lequel vous pouvez ancrer le bout de vos doigts. Puis trouvez un point, au sol ou à l'horizon, sur lequel poser votre regard. Ne lâchez plus ce point. Inspirez, amenez le poids du corps dans votre pied gauche. Expirez, fléchissez le genou droit. Saisissez votre cheville et venez placer le pied à l'intérieur de votre cuisse. Si ça n'est pas accessible aujourd'hui, placez le pied contre le mollet ou sur le pied gauche, mais évitez le genou. Le pied droit pousse contre la cuisse pousse contre le pied gauche bien ancré au sol. Engagez Mula Bandha à chaque expiration pour cultiver un centre de gravité stable. Les épaules basses, le visage détendu, les mâchoires desserrées. Prenez une longue inspiration. Et expirez, relâchez la jambe. Remettez du mouvement dans vos poignets, votre jambe gauche, votre jambe de terre qui vient de vous soutenir. Amenez les deux pieds l'un contre l'autre. Les mains Jnana Mudra, paume de main tournée vers l'avant, fermez les paupières. Observez les sensations probablement différentes entre votre jambe gauche et votre jambe droite. Et observez les micro-mouvements que votre corps met spontanément en place pour vous aider à maintenir l'équilibre lorsque vos pieds sont collés et vos yeux fermés. Inspirez, laissez les yeux s'ouvrir. Trouvez un point sur lequel poser votre drishti, vos yeux. Amenez le poids du corps dans votre pied droit. Et expirez, fléchissez le genou gauche, saisissez le pied et placez-le là où vous l'avez placé de l'autre côté, par souci de symétrie entre votre côté gauche et votre côté droit. Ancrez le bout de vos doigts sur ce support imaginaire. Tirez les épaules vers le bas, le sommet du crâne vers le ciel. Poussez le pied gauche contre la cuisse droite contre le pied gauche. Ancrez votre pied droit au sol. Sentez cet ancrage au niveau de votre pied et étirez le sommet du crâne vers le ciel. À l'inspire, détendez le ventre. À chaque expiration, réengagez Mula Bandha. Remontez le plancher pelvien, activez cette sensation au niveau du chakra racine. Dernière longue inspiration. Et en expirant, relâchez le pied. Remettez du mouvement dans vos deux jambes, vos deux poignets. Puis replacez les pieds sous le bassin, retrouvez Tadasana, les bras le long du corps, paume de main tournée vers l'avant. Fermez les paupières un instant, là aussi, prenez ce temps d'accueil, d'observation, de réception. Puis sur la prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir. Et expirez, amenez les mains devant la poitrine. Poussez les paumes de main l'une contre l'autre, les avant-bras sur une même ligne. Déverrouillez vos genoux, stabilisez votre bassin, périnée tenu. Inspirez, tirez les bras vers le ciel, Urdhva Tadasana, ne cambrez pas.
Expirez, plongez vers l'avant. Relâchez la tête, dessus des mains sur le dessus des pieds, ventre sur les cuisses. Uttanasana, la pince debout. Relâchez les épaules, la nuque, la tête. Inspirez, déposez le bout des doigts au sol devant vos pieds. Expirez, les talons restent sous le bassin, les orteils s'ouvrent à 45 degrés sur les côtés. Inspirez ici, poussez les pieds dans le sol, activez les cuisses, allongez le dos. Expirez, fléchissez les genoux, venez vous accroupir sans décoller les talons si c'est possible. Si c'est compliqué, pensez à avoir une petite couverture à côté de vous, que vous roulez, que vous venez caler sous vos talons. Prenez le temps de trouver la stabilité dans cette posture. Et puis quand c'est trouvé, amenez un coude puis l'autre à l'intérieur des genoux. Plaquez les paumes de main l'une contre l'autre. Poussez-les l'une contre l'autre. De sorte à amener à nouveau les avant-bras sur une même ligne. On est dans Malasana, la posture de la guirlande. À l'inspire, cherchez la verticalité. Sortez la tête des épaules. À l'expire, engagez Mula Bandha et laissez le poids du bassin se faire lourd vers le sol. Vous pouvez fermer les paupières ici, sentir les mouvements du ventre à l'inspire qui se soulève. Et à chaque expiration, pourquoi pas, poussez légèrement les coudes à l'intérieur des genoux pour inviter l'ouverture de hanches. Une dernière longue inspiration. Dernière profonde expiration. Inspirez, reposez le bout des doigts au sol devant les pieds. Expirez, dépliez les genoux. Ramenez les pieds parallèles, retrouvez Uttanasana, dessus des mains sur le dessus des pieds, relâchez la tête. Faites quelques oui, quelques non. Étendez la nuque. Inspirez, bout des doigts au sol devant les pieds. Expirez, fléchissez les genoux. Venez vous asseoir sur vos talons. Tournez les paumes de main vers le ciel, fermez les paupières. On repasse au sol. L'énergie change. Observez à nouveau les pensées et les sensations. Prochaine inspiration, laissez vos yeux s'ouvrir. Expirez, dépliez les jambes, passez sur le côté, puis roulez sur le dos. Allongez la nuque, rentrez le menton. Gardez les genoux pliés, poussez les pieds dans le sol et en expirant, attrapez vos fessiers avec vos mains, tirez-les vers les talons pour bien plaquer les lombaires au sol. On va rapprocher les pieds l'un de l'autre, laissez les genoux s'ouvrir vers l'extérieur et coller les plantes de pied l'une à l'autre. Venez déposer vos mains sur le bas-ventre au niveau du pubis. Et prenez quelques respirations profondes ici dans Supta Baddha Konasana, la posture de l'angle lié sur le dos. Connectez à votre chakra racine. Sentez le contact du sacrum, du coccyx sur la terre. Lâchez les épaules, la poitrine, gardez le menton rentré. À l'inspire, déployez, détendez le ventre. À l'expire, engagez Mula Bandha, ramenez le nombril vers la colonne et vers le haut. Laissez la gravité faire ce travail d'ouverture de hanche pour vous. Si les pieds glissent un peu vers l'avant, aucun souci. Continuez de respirer sous vos mains avec cette conscience et cette présence. Le Muladhara, votre chakra racine. Sur la prochaine inspiration, amenez les mains à l'extérieur de vos cuisses.
Plaquez les lombaires au sol, expirez, engagez Mula Bandha, ramenez les genoux l'un contre l'autre avec l'aide de vos mains. Écartez les pieds de la largeur de votre tapis. Laissez les cuisses et les genoux reposer l'un contre l'autre, ramenez les mains sur le bas-ventre. Contre-posture après cette ouverture de hanche. Bien relâcher les hanches et les lombaires. Prenez une dernière longue inspiration en conscience, en détendant bien la zone abdominale. À l'expire, engagez une dernière fois Mula Bandha en ramenant le nombril vers votre colonne. Prochaine inspiration, relâchez les bras le long du corps. Et expirez, détendez, dépliez un genou puis l'autre. Trouvez une posture confortable pour votre Shavasana final. Laissez les orteils s'ouvrir naturellement vers l'extérieur. Rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Gardez le menton rentré. Respirez maintenant de façon naturelle. Et restez sur le dos pendant quelques minutes dans l'immobilité la plus totale, de sorte à ce que votre corps puisse bénéficier pleinement des bienfaits de votre pratique d'aujourd'hui. Pendant que vous respirez, que vous laissez tout votre corps aller à la gravité, je vais vous lire quelques affirmations que vous pourrez répéter au cours de votre journée ou simplement écouter pendant ce Shavasana. Je suis entourée de lumière rouge que mon chakra racine absorbe et fait rayonner autour de moi. Je suis connectée à mon corps et à la terre. Je suis ancrée, je suis centrée et en sécurité. La peur n'est qu'une émotion. Je l'accepte, je la laisse me traverser, je la traverse et je m'en libère. J'ai confiance en la vie qui m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour vivre pleinement. Je me sens soutenue. Je crois en l'abondance de l'univers. Ici et maintenant, tout va bien. Prenez aussi longtemps que nécessaire dans votre Shavasana. De mon côté, je vais vous remercier pour votre écoute, en espérant que ce cours vous aura apporté des outils concrets et utiles que vous saurez intégrer dans votre quotidien pour vous sentir plus ancré et plus stable. Et c'est à partir de cette stabilité intérieure que je l'espère vous serez amené à rayonner encore plus fort auprès de vos proches, auprès du monde qui vous entoure. Merci infiniment et à bientôt. Namaste.